Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans ce podcast qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. On ajoute une nouvelle entrée à notre long tour de France des éditeurs de comics en France. Voilà notre tour de France des éditeurs de comics dans le cadre de notre série Bilan 2024 et Perspective 2025. On est au sortir du FIBD, on a encore quelques invités à avoir, donc on va essayer d'en avoir le maximum avant que le cadre du bilan soit un peu sorti, puisque mine de rien on est quand même bientôt à mi-février, donc voilà, on est déjà dans 2025 et donc la période dans laquelle on fait les bilans commence à s'achever. Mais on est là avec un invité de renom que j'aime beaucoup. On l'appelle un peu et j'ai pas de vanne là-dessus, donc on va l'appeler simplement Florent de Gletagne, qui est directeur de Bliss Édition. Florent, comment vas-tu? Ça va, j'ai cru que tu allais me révéler genre un sobriquet que je connaissais pas, ou genre dans le milieu on m'appelle je sais pas quoi, j'ai eu un peu peur. Mais non, en fait, non, t'avais juste pas d'idée. Non, effectivement, c'est le problème de quand j'improvise mes intros, et bien parfois ça marche, et parfois je dirais pas que ça marche aussi bien. C'est pas grave, notre complicité n'en est pas touchée. Alors ça me va très bien. Non, mais en fait ce que je voulais faire, c'est que, mais je crois que je te l'avais peut-être déjà dit il y a quelques temps, que j'ai quand même dans l'idée de faire un papier un jour qui s'appellerait le Glow Up de Bliss Edition. Et c'est un peu sur cet angle-là que je voulais te taquiner en disant qu'il y a quand même enfin je sais pas, moi je trouve qu'il y a un bon sentiment qui s'est dégagé de l'année dernière peut-être, et notamment parce qu'on avait fait un podcast l'année dernière où Bliss sortait d'une période assez compliquée, notamment avec et pour des choses qui te sont d'ailleurs complètement que tu ne peux pas contrôler, le sort de Valiant, enfin la façon dont Valiant a été géré ou plutôt non géré justement depuis 2019 et post-Covid fait que ça a eu un impact forcément sur ton catalogue. Et on avait quand même fini l'émission avec cette super nouvelle du fait que tu es l'éditeur qui ramène les bonnes idées, même si ce sont des mauvaises idées, donc les titres Bad ID en France. C'était en janvier, c'était quand? C'était en fait, on avait enregistré en fin d'année dernière, et puis c'était pour amorcer le fait que donc c'était bien, c'était avant Angoulême l'année dernière et tout. Ah ouais, il me semble. Ok, ouais. Bah oui. Putain, ça passe vite. Ça passe très vite, et tu verras que la prochaine fois qu'on se passe, ce sera sûrement soit en décembre, soit en janvier, d'ici 12 mois, et qu'on fera de nouveau ce genre de choses. Ouais, donc il y a des trucs à dire quand même. C'est passé des trucs. J'espère bien, mais justement, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là dans ce podcast, Florence. C'est un petit peu justement pour dresser alors d'abord un peu le bilan de 2024. Si tu devais résumer les 12 mois passés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, comment est-ce que toi tu fais le bilan de 2024 du côté des éditions Bliss? Un début d'année 2024 quand même qui démarre fort pour nous, parce que on a beaucoup travaillé en fin d'année 2023 pour préparer justement ces grosses sorties qu'on avait en début d'année 2024. Il y a eu plein de choses dans la vie pro et aussi surtout personnelle qui a fait que la fin d'année 2023 a été très très difficile, et on était du coup content de voir arriver les bouquins pile à temps pour Angoulême, et les bouquins qui sont nos plus ambitieux depuis longtemps. Donc les premiers titres de l'éditeur américain Bad ID. Donc effectivement, à l'époque, c'était L'Œil d'Odin et Pirate Queen. Pour l'occasion, on avait quand même invité Thomas Giorello, auteur qu'on connaissait déjà, qu'on avait invité il y a des années, il y a 5 ans plus tôt ou 6 ans plus tôt pour X-O Manowar, pour X-O Manowar notamment. Et donc on était hyper heureux, et aussi on a quand même eu enfin l'opportunité d'inviter notre auteurice phare en jeunesse, qui est Kay O'Neill, qui vient de Nouvelle-Zélande et qu'on essaie d'inviter depuis 4 ans, depuis qu'on a lancé la collection jeunesse. Donc c'était un immense honneur, on était hyper heureux. On a fait 2 grosses tournées après qui ont très très bien marché. Les 2 autoristes ont énormément dédicacé sur le festival d'Angoulême. Donc c'était épuisant, mais c'était très beau, quoi. Enfin, c'était vraiment super. Et puis on a eu puis le premier tirage de L'Œil d'Odin a été épuisé immédiatement, donc on a été hyper heureux. C'était quand même un énorme défi pour nous.
Donc on a dû réimprimer, etc. Donc c'était une gros début d'année très très occupé, très très chargé. Et puis on a déroulé avec des belles sorties Bad ID très diversifiées pour un petit peu tâter le terrain aussi, voir ce qui pouvait plaire au public dans cette collection-là, puisqu'il y a on a de l'anticipation, on a des pirates, on a de la fantasy, on a de la SF un peu barrée, on a plein de choses différentes. Donc on a sorti 4 titres en 2024 dans cette collection. Ça c'est pour le côté Bad ID. Comment tu as choisi un peu justement ce programme? Est-ce que tu l'as fait au feeling, au coup de cœur? Bah pour moi c'était évident que L'Œil d'Odin devait lancer parce que c'est un titre que je trouve extrêmement fort, qui a le potentiel aussi en tant que vraiment que BD de genre avec un trait, avec un scénariste et un dessinateur qui sont très influencés par le travail par la bande dessinée européenne. Pour moi c'était le plus fort à lancer en premier. Pareil pour Pirate Queen. C'était ceux qui avaient le plus de potentiel pour un gros lancement au moment d'Angoulême. Et puis sur un plan plus personnel, la dernière fois que j'ai vu Joshua Dysart, son scénariste, c'était en janvier 2020 chez lui à Los Angeles, juste avant le Covid, et j'ai eu la chance de voir à l'époque, je peux le dire maintenant, mais j'ai eu la chance à l'époque de voir des premières planches. Les 30 ou 40 premières planches non colorisées de L'Œil d'Odin à l'époque. Il me montrait, je suis en train de travailler sur un truc incroyable, regarde les planches de Thomas, et j'ai vu ces trucs-là, je fais, waouh, c'est fou. Et c'est à partir de là c'est grâce à ça que l'histoire avec Bad ID a commencé, en fait. Elle a mis plus de 3 ans, elle a mis 3 ans et demi à se concrétiser, pour qu'ensuite, en 2024, on ait enfin les livres dans les mains. Mais c'est là que c'est né, et Joshua reste, mon scénariste, le scénariste auquel je suis le plus attaché, et on n'a pas fini d'entendre parler de lui chez Bliss, donc c'est plutôt, voilà, c'était, il y avait un truc quand même très logique. Mais donc ça c'était les 2 titres qui te paraissaient le plus fort pour le lancement, mais après donc t'as pris ENIAC et Tankers. Ouais. Pareil, mais le truc c'est que je veux dire que il y a beaucoup d'autres choses maintenant qui sont sorties chez Bad ID. Oui. En témoigne d'ailleurs le fait, on y reviendra plus tard sur les titres qui arrivent en 2025, mais disons que t'as vraiment une profusion, en fait, que t'as pas besoin de te limiter, entre guillemets, je dirais, à qu'est-ce qui est déjà sorti chronologiquement parlant, quoi. Oui, tout à fait. On a des one shot qui ont des vibes différentes, qui ont tous une identité propre. Je trouve que le travail d'édition et sur chaque titre est assez fort de la part de Bad ID, et ils font du bon taf, et j'ai la liberté de choisir. L'année 2024, c'était l'occasion d'avoir 4 titres assez différents, et avec des propositions plus ou moins sérieuses, et de les tenter, puis aussi de retrouver des scénaristes qu'on connaît bien et des artistes qu'on connaît bien, comme Robert Venditti, comme Juan José Rip, Matt Kindt évidemment, Doug Braithwaite évidemment. Que t'as pas fait venir pour le coup. Non, j'ai essayé, mais ça, on n'a pas pu malheureusement trouver d'accord, mais c'était le but qu'ils viennent à l'automne dernier, à l'automne précédent, pour défendre le titre ENIAC, donc un titre d'anticipation. Donc oui, c'était la première année, c'était voir, voilà, quels titres ont l'air de marcher, est-ce qu'on va retrouver la même dynamique sur tous les titres, et est-ce qu'on peut réitérer le succès de L'Œil d'Odin en janvier, février. Voilà, c'était on tente des choses. C'est ce qui est intéressant avec Bad ID, c'est que il faut se battre sur chaque titre, en fait. On n'a pas d'univers partagé. Chaque titre est vraiment différent. Il faut l'approcher de manière totalement différente. On n'est pas voilà, un titre de science-fiction, un titre de fantasy, un titre qui va ressembler à quelque chose d'assez européen, un titre qui va ressembler à du métal hurlant, corbénisant, bizarre des années 70, comme ce qu'on vient de sortir la semaine dernière.
chacun est très différent et en 2025 à la rentrée on va sortir un titre qui est encore plus différent et encore plus compliqué à défendre et encore plus chelou et c'est un peu stressant, mais en même temps c'est aussi le bonheur de pouvoir tester plein de trucs différents, quoi. C'est trop cool. J'avais une question sur le format. Ouais. Je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé sûrement la dernière fois, mais ouais, d'avoir opté pour du plus grand format que le format comics traditionnel et qui, à mon sens, clairement a profité à l'œil d'Odin. Je sais peut-être moins pour les autres, mais en tout cas pour le premier, clairement, les gens l'ont vu. Ouais. Parce que c'est plus grand, le dos rond, ça donne, c'est con, mais c'est une forme d'habillage en fait, qui donne une prestance. Et au-delà du public, je pense aussi que les libraires peut-être l'ont remarqué. En tout cas, je suis à peu près persuadé, parce que c'est un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois, que pour certains titres, ça me semble évident que s'il était sorti dans un petit format cartonné, enfin standard comics, en fait, j'oserais même dire que certains libraires y auraient sûrement même pas jeté un œil, quoi. Ah oui, non. Si ça aurait peut-être été le cas si on était en 2016, mais c'est pas. Enfin, c'est c'est plus du tout pertinent. Mais qui n'était pas une première fois pourtant en plus, parce que maintenant que j'en ai le souvenir, Urgence niveau 3, il était aussi plus grand. Et c'était avant que ça devienne un peu une traîne, quoi. Tout à fait, c'était l'objectif. On avait aussi édité Britannia à l'époque. Oui. Mais c'était encore un format, un peu différent. Et le but c'était finalement un peu de faire ce qu'on fait avec Bad ID, ce qui n'a pas forcément marché à l'époque pour plein de raisons, des raisons de marketing, d'état du marché, de date de sortie, de thématique aussi. Malheureusement, pour Urgence niveau 3, qui est un titre difficile. En fait, c'est difficile de vendre des trucs, des thématiques un peu dures, quoi, et réalistes. Oui, et puis il n'y a pas d'échappatoire d'imaginaire, quoi. Là, voilà, c'est dans le dur, quoi. C'est ça, c'est du documentaire. Mais oui, bien sûr, oui, on avait déjà essayé de faire ça. Sur le format, oui, c'était le but, c'était vraiment de mettre en valeur des artistes déjà, parce que on trouvait vraiment que les propositions artistiques de chaque titre valaient le coup, que ça soit plus grand, mettre en valeur le fait que c'est un one shot dans un beau format. Est-ce que ça est techniquement un peu un avantage, parce que pour l'instant Bad ID fait pas de série régulière, ils font pas d'ongoing, donc toi t'as l'avantage de dire: regardez ces titres-là, à chaque fois je vous les propose, c'est du récit complet, n'ayez pas peur, il y aura pas de tome 2, voilà, vous avez pas... C'est ça. Alors après, il y en a qui se disent: ah tiens, l'œil d'Odin, il y a peut-être une suite, machin et tout, et je fais: bah écoutez, on verra, moi j'espère. J'espère, c'est sûr que la fin est ouverte. Mais oui, on a l'avantage d'avoir des one-shots, des récits complets, abordables, sans aucun problème. C'est... Ouais. Mais est-ce que c'est difficile pour, je dirais peut-être pour vos représ ou pour les libraires de tout identifier correctement? Parce que ce que je te disais juste avant de démarrer le podcast, c'est que à l'inverse, j'ai l'impression que ENIAC ou Tankers sont passés plus inaperçus. De façon générale, c'est-à-dire que même moi, je me mets là-dedans, parce qu'en fait, ce que je disais, j'ai vu qu'il était sorti une semaine après la date de sortie effective. Donc, c'est assez... parfois, les voies de la diffusion sont assez impénétrables. Parfois, l'équipe de notre diffuseur a plus de mal sur certains titres, parce que la période, parce qu'il parle bizarrement un petit peu moins, et aussi des fois il fait juste trop comics, et on reste encore là-dessus, on reste encore sur ce truc. Ouais, mais c'est quand même le Tankers, il y a des dinos, des mechas, ça fait quand même très bourrin. Ah oui, ça se voit que c'est du comics, quoi. Alors que bon, derrière il y a un Juan Roserip qui est au dessin et qui a un trait extrêmement, pour moi qui est très influencé par des artistes européens comme Manara par exemple. Donc moi les retours que j'ai eu, c'est ça, c'est que les titres, ça avait l'air un peu trop comics, quoi, pour eux. Et du coup, d'un seul coup, ils voient moins un peu la perspective de le montrer aussi à un autre public, et quand bien même on les pousse vraiment à référencer les titres plutôt en BD de genre et en BD grand public, quoi, plutôt que de le mettre au rayon comics.
Ça, c'est un combat qu'on a depuis des années. Hein. Tu fais ça avec, c'est quoi, avec Electre alors? Vous demandez à que ce soit classé alors en. Ouais, c'est ça. Avec notre diffuseur-distributeur, on réfléchit à chaque fois où est-ce qu'on pose, dans quel rayon on pose ça, quoi. Et clairement, l'œil d'Odin et Pirate Queen, oui, on l'a mis en album, quoi. Non, et puis mais après le truc c'est que moi je l'avais vu dans le segment GFK Comics, l'œil d'Odin, mais en tout cas dans des librairies que j'avais vues, oui, il était dans le rayon fantasy, quoi. Il était, il y avait et c'est pour ça la taille permet aussi de le mettre à la même échelle que les albums que Troll, Nain, Elf et les trucs de soleil par exemple, quoi. C'est ça. Des fois, ça se joue à vraiment pas grand chose pour. Et au niveau des ventes, ça se voit. Enfin, je saurais pas jauger combien, mais très clairement, ça a joué. On a sorti des titres pour moi très forts déjà auparavant, mais le problème c'est le marché, et comment est perçu le bouquin. Et là, l'œil d'Odin, ça a explosé à notre échelle. Hein. C'est pas 50 000 exemplaires, on est d'accord, mais on est hyper heureux de ce truc-là. Et c'est un titre qui potentiellement pourrait devenir plutôt un titre de fond pour nous et qui peut continuer à vivre. Donc ce serait vraiment super, quoi. Ouais, d'autant plus que congrats aussi sur le fait que l'œil d'Odin s'est placé dans les nouveautés, en tout cas de l'année dernière, parmi les 50 nouveautés les plus vendues. Et à raison, tu me notifiais que effectivement que Bliss était le seul éditeur complètement indépendant qui avait réussi à placer un titre dans là-dedans. Donc ce qui c'est pour ça aussi que je parle de ce glow, parce que je pense que tu as aussi réussi à toucher un public qui peut-être ne vous connaissait pas avant, et que ça permet vraiment d'ancrer, de récompenser le travail éditorial, le fait que t'as pas lâché, quoi. Oui, ce classement, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais pas à ce que. Enfin, on était content du résultat de l'œil d'Odin, mais je me posais pas vraiment la question par rapport à d'autres titres. Tu t'en fous un peu. Je fais ma vie, quoi. Je sais que évidemment les ventes en comics sont moindres, hein, et on n'est pas sur les mêmes standards. Mais oui, le fait que, à part Toussaint Louverture, qui est aussi un éditeur bordelais d'ailleurs, qui est numéro 1 avec c'est donc ça, avec les monstres. Je sais pas, peut-être Bordeaux, il y a un truc, mais. Qu'est-ce que vous sacrifiez à Bordeaux, là? Il y a un truc louche quand il faut identifier. Mais bon, les monstres, c'est très, très, très différent. Enfin, c'est incomparable. On peut pas le mettre. Je veux dire, les libraires le mettent au rayon roman. Enfin, je veux dire, littéralement, c'est, quand personne ne lit ça en se disant c'est du comics, en fait. Et voilà, quand on lit, dans ma ville, chez Mola, la très grande librairie indépendante, quand Les Monstres sort, il est sur la table des nouveautés, des romans. Voilà, donc il est pas en BD, quoi. Donc c'est incomparable, voilà. Donc oui, effectivement, ça m'a étonné, et ça m'a d'autant plus étonné d'être le seul éditeur indépendant, parce que, mais enfin oui, ça montre à quel point c'est difficile sur ce marché de se battre, quoi. Non, mais après, le truc, c'est que il y a de toute façon, je pense que en fonction du classement et de toutes les subtilités qu'il y a entre Electre et GFK, je suis à peu près certain qu'il y a peut-être l'un ou l'autre titre qui passe sous mon radar, qui fait qu'il y a peut-être d'autres. Je pense même à, tu vois, parce que je sais que parfois quand je parle à d'autres éditeurs qui me disent ouais, mais ça, j'en ai vendu tant d'exemplaires, je fais ok, du coup je l'ai pas vu parce qu'il est classé ailleurs, tu vois, en BD de genre, en BD jeunesse, en autre chose, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que c'est super intéressant de voir aussi que t'as ce genre de petits phénomènes aussi qui arrivent pour des albums comme ça, quoi. Et en l'occurrence, par contre, il y a un truc que je me demandais par rapport à 2025 non, attends, j'avais deux questions. Un truc par rapport à Tankers, parce qu'en fait, ils ont fait de l'autre côté de l'Atlantique une campagne Kickstarter pour une expansion en gros de cet univers. Et là, je me suis dit, est-ce que toi tu t'es dit merde, du coup j'avais quand même le one shot, le récit originel, et puis là ils en font une forme d'expansion. Alors est-ce que toi tu dis bon ça reste un truc pour les ricains, ou est-ce que tu dis qu'il y aurait un volume avec les différentes histoires courtes qui sont en train de faire, mais en plus il y a pas que des histoires courtes là-dedans. Il y a je t'avoue, j'ai pas su parce qu'il y avait tellement de contreparties. En fait, il y a plein. Ça, leur Kickstarter sont illisibles. Non, on peut le dire. Il y a beaucoup de trucs, mais du coup, tu sais plus. Mais oui, effectivement, Tankers, ils ont financé une
c'est pas vraiment une suite de l'histoire, c'est vraiment dans le même univers. Il se continue à se passer des choses. Du coup, bah moi ça m'inquiète pas trop parce que déjà on a d'autres titres, on aura d'autres titres à sortir. C'est un titre qu'on aimerait bien sortir un de ces jours avec un autre sous-titre, avec autre chose. C'est pas très très grave en fait. Ça se contient très bien seul. C'est pour ça d'ailleurs que quand ils ont kickstarté, ça s'appelle Tankers quoi, leur Kickstarter, et c'est pas la même histoire que la première et c'est autre chose. Donc ça m'inquiète pas tellement quoi. Et l'autre question, c'était, donc là on démarre l'année 2025, donc il y a déjà l'île aux orques qui est sortie, donc Orc Island de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, et qui est un peu plus petit en fait que les autres. Drama. Bah oui. Et mon Dieu. Bah moi ma collection du coup elle est dépareillée et je suis très chafouin. Alors je prends mon clavier et je vais sur les réseaux sociaux. Alors ta collection, mais ta collection c'est pas un univers. Déjà c'est pas un univers partagé. Non, mais je fais bien ce que je veux. Et aussi vous allez être surpris, mais quand on sort des titres, par exemple des bouquins de David Lafame en noir et blanc. On va certainement pas les sortir sur le même format que l'œil d'Odin. Ça n'aurait pas de sens. Enfin, ça serait presque grotesque. Ce serait un gag un peu. Mais ne me gronde pas, moi voilà. Ne me gronde pas. Mais... Non, je n'ai aucun second degré. Je vois ça. Bon. Non mais si je peux. Non mais par contre, si je peux étayer le truc. En fait, quand on est éditeur, on a des contraintes de coûts en fait qui sont très nettes. L'œil d'Odin, il est très beau. Il coûte aussi une fortune à imprimer. Ça coûte une fortune de faire un très beau truc comme ça dans un aussi grand format, couverture cartonnée avec un beau papier bien épais. Et qu'on a dû réimprimer évidemment à moins d'exemplaires. Pour nos réimpressions, on a fait 2 réimpressions. À moins d'exemplaires évidemment que le tirage de base. Donc à un coût vraiment un coût unitaire qui grimpe. Voilà, un coût unitaire qui grimpe. Ça coûte vraiment très cher. Donc on a réfléchi aussi à des compromis, à savoir ok, qu'est-ce qu'on peut faire. Et typiquement, par exemple, c'est très simple. Sur l'île aux orques, on voulait absolument mettre un magnifique foil sur le logo parce que le logo on le trouve magnifique. Et on adore la couve. Et on voulait mettre un beau foil. Bon faire un fer métallisé. Hein, c'est pour les voilà. Ça coûte de l'argent. Aussi, on voulait parce qu'on adore aussi le travail de Matt Hollingsworth sur les couleurs. On voulait avoir un papier couché mat dessus pour que son travail vraiment explose sur la page quoi. C'est très vif quoi, c'est des couleurs vraiment très vives. Ça aurait pas rendu pareil sur un papier non couché comme le papier par exemple de l'œil d'Odin qu'on trouve est très adapté pour l'histoire et pour le dessin de Thomas Giorello. Là sur les orques on voulait ça. Et bien un papier mat ça coûte plus cher qu'un papier non couché. Donc à un moment il faut équilibrer les choses et ce qu'on a trouvé c'était de réduire un tout petit peu la taille, sachant que ça reste quand même au même format que ce qu'était Urgence Niveau 3 hein, c'est la même taille. Donc c'est quand même du oversize. C'est toujours un dos rond. Moi je trouve qu'en termes de format c'est un très beau compromis parce que ça reste quand même un beau confort de lecture et puis ça rentre dans vos Billy quoi. Non mais enfin je veux dire ma collection de Bad ID elle rentre pas dans mes Billy. Elle rentre que dans mes rallonges tout en haut, qui sont du coup très très grandes. Mais sinon, mes Bad ID rentrent pas dans mes Billy. Voilà. Ah, donc t'as pas fait ça en fonction de tes propres étagères. Non, pas que. Voilà. Mais voilà, c'est le dernier argument. C'est pas très grave si ça fait 2 cm de moins. Non, mais en l'occurrence, moi, je trollais un petit peu sur ma question, mais ça qui était sous-jacent, c'était effectivement de dire qu'il n'y avait pas de systématisation en fait d'un standard. Parce que ça provient du même éditeur, mais que tu vas effectivement adapter. Et oui, j'entends bien que David Lafame en noir et blanc, il n'y a pas forcément d'argument pour le faire en oversize. Et puis 250 pages. Et 250 pages. Si t'as une histoire de 250 pages en noir et blanc de David Lafame, on va en faire un autre objet, quoi. C'est ça justement. C'est même, est-ce que tu passeras par du souple, du coup, par une forme d'intégrat, parce que peut-être c'est pas adapté en cartonné. On verra. Moi, j'aime bien le format cartonné, le format un peu un roman graphique. Oui. Voilà. Avec un dos rond tout de suite. Voilà, exactement. Pour du 250 pages, papier non couché, noir et blanc, très sympa. Voilà, on est bien.
On est bien, on est confort, on est. Et ce qui est cool, c'est que alors du côté de Bad ID, ils t'imposent rien du tout sur le format de publication. Ils te laissent faire vraiment. Tu leur dis, je veux faire les bouquins comme ça, et ils te laissent tout faire. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit beau et différent de ce qu'ils font. Faut que ce soit radicalement différent de ce qu'ils font. Faut que aux États-Unis ils se disent, waouh, c'est quoi ces Français qui font des trucs, c'est incroyable. C'est vraiment par contre c'est une obligation. C'est-à-dire que faut changer les titres, faut changer les couves, faut travailler traduire les titres en français, etc., faire ces choses-là. Moi je m'y fais très bien parce que de toute manière il y a des titres qui sont ça nous aide d'ailleurs de traduire les titres parfois. L'île aux orques, ça je préfère ça que Orc Island, et que j'aime bien les deux si tu veux, mais l'île aux orques c'est en français, donc c'est tout bête, hein, c'est très bête, mais si l'œil d'Odin c'était appelé Odin's Eye, on n'en aurait pas vendu autant. Mais vraiment juste c'est mécanique, quoi. Ouais. Oui, c'est évident, ouais. Parce que là typiquement ça pouvait vraiment passer comme de la franco-belge presque, voilà. Au moins auprès de quelques centaines de personnes, tu vois, auprès de certains libraires aussi. La perception du truc est différente. Donc ouais. Je sais plus où j'en étais dans mon fil de pensée. C'est moi qui te déroule le fil de ta pensée pour voir un petit peu. Alors, quels sont les autres projets si on reste partie Bad ID. Il y a Monster Kill Squad déjà qui a été annoncé. Ouais, par Christos Gage et Thomas Giorello. Qui a l'air d'être dans le même registre un peu bourrin que Tankers, si je ne m'abuse. C'est une genre d'agence touriste de l'étrange. Donc une équipe Black Ops qui se bat contre en gros des phénomènes paranormaux, des monstres, et qui ont tous eux-mêmes leur drame personnel et sont eux-mêmes un petit peu des monstres. Et c'est un récit qui est à la fois un récit d'action assez bourrin avec des scènes d'action dessinées par Thomas qui sont vraiment magnifiques, et à la fois une étude de personnages sur justement ces personnages qui sont pleins de contradictions. Ouais. C'est dans cette agence touriste il y a un type qui est bourré de PTSD, qui va se poser des questions sur ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une nonne qui est un peu qui se pose des questions aussi parce que en fait elle est en couple avec une des meufs de l'équipe, et du coup ça joue sur sa foi et sur sa fidélité. C'est à la fois de l'action et à la fois il y a un travail sur les personnages qui est très chouette. Puis Christos Gage, c'est quelqu'un qui sait écrire que ce soit à la télé ou en comics, qui sait écrire des trucs dans le jeu vidéo aussi, ou dans le jeu vidéo, ouais, des trucs qui se déroulent qui roulent super bien, qui se lisent, c'est des page turners, quoi. Il sait accrocher le lecteur, du coup c'est un récit nerveux et très accrocheur, et vraiment très cool, avec une couve qu'on adore en plus, qui est vraiment trop stylée, et on a vraiment kiffé notre petit vernis sélectif logo, sur le personnage ou pas? Je crois que oui. Je me souviens. Ça sent, quand tu vois le visuel, ça sent le vernis sélectif quand même. Il me semble que oui. Mais en tout cas, on est très content. Et puis l'héroïne, la chef de la MKS, Joan Stockard, qui en a vu d'autres, et qui est une vétéran. Les personnages sont vraiment cool, et un peu à contre-courant aussi. Tu vois, ils te prennent un peu tu vois des gros bourrins, et puis en fait tu vois que c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est un peu plus fin que ça, tout en étant très fun. Donc ouais, ça c'est cool. Ça sort dans un mois. Dans pas si longtemps, ouais. Ouais, ça sort dans un mois, donc c'est très chouette. Et ensuite, tu as déjà aussi annoncé The Lot, le studio. Ouais. Donc là, on va aller dans l'horreur. Ouais. Normalement, l'horreur sociale même, je dirais. On pourrait rapprocher ça un peu d'un American Horror Story. C'est un commentaire sur Hollywood, sur les dessous sombres d'Hollywood.
Notamment sur la période dans les années 70 où les réalisateurs un petit peu sans on va dire ambitieux et sans limite voulaient faire les films d'horreur les plus extrêmes ou les plus réalistes, et là on va suivre justement une jeune femme qui arrive à la tête d'un donc c'était son rêve. Elle a passé sa vie à taffer, à s'intégrer dans le monde d'Hollywood. Elle arrive à la tête d'un studio qui est un peu dans la merde financièrement, et elle se rend compte qu'il y a un de leurs studios qui est fermé depuis 50 ans et qui est verrouillé. Et puis elle se dit pourquoi c'est verrouillé ce truc-là? Il y a sûrement des trucs là-dedans à vendre, à machin. Enfin voilà, faut qu'on fasse quelque chose de ce truc-là parce que là c'est vraiment la merde. Et en l'ouvrant, en fait, elle va libérer des forces démoniaques qui ont été réveillées 50 ans plus tôt par un réalisateur mégalo et un peu fou et pas que le réalisateur, puisque en fait non, dis pas trop, hein. Tout c'est vraiment un kaléidoscope des vices d'Hollywood à tous les échelons, quoi. Donc imaginez American Horror Story dans une histoire en noir et blanc avec un style réaliste, mais en même temps très expressionniste en noir et blanc, avec Renato Guedes au dessin et quelques touches minimes de couleur, et une très belle une très belle couleur, une très belle couverture de Ian Carroll. De Ian Carroll. Donc, et ça, est-ce que tu l'as annoncé de façon, enfin, est-ce que tu l'as choisi de façon un peu fortuite parce qu'on sait qu'il y a une adaptation qui est en production, et donc tu t'es dit au moins comme ça, si, alors faut jamais parier là-dessus parce que, et tu le sais d'ailleurs toi-même avec Valiant, j'ai envie de dire, faut jamais non plus compter sur les adaptations, mais au moins tu te dis, au moins si le film voit le jour, parce que c'est un film d'horreur, donc la production c'est pas un blockbuster de super-héros, ça va généralement vachement plus vite pour produire ce genre de film. Au moins, je sais que moi, j'ai un bouquin qui sera prêt aussi, et ça pourrait intéresser des gens. Moi, je compte pas là-dessus. Ouais. En fait, compter sur potentiellement dans 3 ans, on faire une mise en place de 200 bouquins ou 300 bouquins. C'est pas non, les enjeux. Moi, je l'ai appris. J'ai appris ce truc-là. D'ailleurs, à peine une semaine avant de décider définitivement du programme, en fait. Donc finalement on avait ce matériel là, on n'avait pas, en plus, enfin, pour être tout à fait honnête, en fait on avait juste pas beaucoup d'autres titres à proposer chez Bad ID. C'est pas comme si on avait 20 titres à notre disposition et on en fait ce qu'on veut, hein. On est contraint par aussi les aléas de Bad ID et les aléas du marché américain, qui est clairement pas au plus haut en ce moment. Ouais, particulièrement au moment où on enregistre, où Diamond a annoncé sa mise en faillite, chapitre 11. Ouais, c'est pas... Puis même quelque part, on a vu aussi, en fait, avec les Kickstarter de Bad ID, que quelque part, c'était aussi pour compenser peut-être les limites de leur modèle tout à fait. De publication. Bien sûr. Et nous, on a des titres qu'ils ont financés ou alors qui ont commencé à sortir, mais on attend des prochaines vagues de titres. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont aux États-Unis, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, sur des titres à finir. Donc nous, on est un peu aussi, on est contraint par ça, et on va dire que c'est le jeu, quoi. Ouais, bien sûr. Et que t'as l'éléphant dans la pièce qui s'appelle Mégalithe, peut-être aussi, tu vois. Mégalithe, Et on souhaite le meilleur à la Rosa qui est en train de le finir, mais dans la douleur, littéralement, quoi. Donc, c'est ça. Il y a plein de super titres qui sont à chaque fois quasiment terminés, mais où nous on n'a pas encore la main dessus. Mégalithe, effectivement, c'est un magnifique titre de Lewis LaRosa, mais il a des gros problèmes de santé, et le titre met une éternité à se finir, quoi. Et peut-être que ça sera notre grosse sortie de janvier 2026. J'espère. Ça, parce que ça voudrait dire peut-être que ce sera Planet Death. Oui, voilà, par le Derek Kolstad, le scénariste de John Wick, et Thomas Giurello. Peut-être que ce sera Save Now avec encore Thomas Giurello et Matt Kindt au scénario.
Peut-être que c'est vrai qu'ils se sont trouvés une bonne maison, Matkins et Thomas. On a d'autres choses. On a aussi un titre d'un certain Joshua Dysart qui n'a pas encore été annoncé, qui est dans les tuyaux. Enfin, il y a plein de choses, mais bon, on fait avec ce qui est dispo. Oui, de toute façon, l'idée c'est et de surtout pas. Ce qui est dispo 6-8 mois avant, c'est-à-dire qu'on doit les annoncer. Ouais. Parce que des fois ils savent pas. Peut-être que dans 2 mois en fait ils nous diront il y a ce truc là qui est dispo. On aurait peut-être pu le proposer pour la fin de l'année, mais en fait c'est trop tard. Donc on fait vraiment comme on peut. Et en même temps, c'est excitant parce qu'à chaque fois, du coup, on se dit, ok, on est un peu obligé de sortir ce titre-là si on veut sortir un titre Bad ID. Est-ce qu'on se dit, on le tente quand même si c'est un titre qu'on estimait un peu difficile, comment on peut le faire, ou est-ce qu'on attend? Et puis on se dit, non, on a quand même envie de faire 4 titres par an de Bad ID, et celui-là sera peut-être plus difficile, mais vas-y, ça peut être un défi, on va y réfléchir ensemble, quoi. Et je me dis même pour le studio, tu le sors en mai, c'est annoncé pour mai 2025, mais tu te disais pas, parce que d'habitude les bouquins d'horreur, c'est plutôt pour octobre, la période Halloween, tout ça, là tu t'es dit non. Le problème c'est que c'est octobre, c'est trop risqué pour nous. Ouais. En fait vraiment on a à part des sorties très non, nos dernières nouveautés sortent début octobre. D'accord. Ouais. Donc ça aurait pu être effectivement une possibilité, mais c'est vraiment c'est vraiment une période qui est difficile. Octobre, il faut qu'on sorte des choses qui sont très fortes ou très particulières, où on est à peu près sûr. Des coffrets, des choses qui sortent, ou des choses qui peuvent être proposées pour en cadeau de Noël. L'année dernière, peut-être tu voudras en parler, mais l'année dernière on a sorti Garson, ouais. Et le but c'était clairement de le placer là, en beau livre aussi, en beau livre, à temps pour les sélections d'Angoulême, pour au niveau timing, que ça sorte avant novembre. Et puis en novembre on aurait été noyé dans le flot de bouquins. Donc c'est trop difficile, quoi. Ouais, j'imagine que de toute façon t'as toujours ces contraintes en tant que structure indépendante, de pas non plus pouvoir te permettre d'abreuver, d'inonder le marché avec trop de titres, quoi. C'est trop dur. Oui, enfin, tu vois, on a, pour être tout à fait honnête, on a un titre qu'on aime beaucoup, un titre jeunesse plutôt ado, qu'on a sorti l'année dernière, qui s'appelle Naira et le djinn, de Yasmine Omarata, une auteure palestinienne. Le titre est super, je trouve que graphiquement il a une proposition qui est très différente, plein de choses qu'on trouve dans ses influences et tout, et on l'a sorti en octobre et il a été complètement noyé par toutes les autres sorties. Ça a été très difficile de le défendre, et on en a vendu probablement beaucoup moins que si on l'avait sorti 1 mois et demi plus tôt, si on l'avait sorti fin août ou tout juste à la rentrée, quoi. C'est très compliqué, tout simplement parce que déjà il est noyé en librairie, et quand l'équipe du diffuseur le travaille, ils savent les libraires savent qu'ils vont avoir 10 milliards de trucs à commander à ce moment-là, et du coup ils en prennent moins de toute manière. Ils ont des piles énormes de plein d'autres trucs à faire, et du coup ils vont dire ça a l'air sympa, on va t'en prendre 2, quoi. On va t'en prendre un. Et il est invisibilisé, il vit 2 semaines en librairie, et puis en novembre c'est mort, quoi. Ouais, c'est ça. Un point, le fameux point quand même, crevons l'abcès là-dessus, parce que c'est bien joli, c'est bien joli de remporter des prix pour les First Print Awards, mais ce qui compte vraiment, c'est la sélection du FIBD. Et effectivement, Garson était en sélection pour le Faux Patrimoine. Et alors c'est une autre autrice qui l'a remporté, c'est Linda Barry Linda, je me rappelle jamais, je sais plus comment on le dit, aux éditions Ça et Là. Effectivement, est-ce que après on est content quand même d'être sélectionné au FIBD, c'est quand même la méga classe. Je vais pas être semard maintenant, alors que c'est Garson, ce livre de Trina Robbins, les autrices oubliées des années folles. Tout à fait, et très objectivement le livre le plus beau livre qu'on ait jamais sorti, enfin je veux dire en termes de qualité du contenu, de qualité graphique, de l'objet livre, de l'ambition qu'on a avec ce titre, alors que c'est quelque chose d'extrêmement différent de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a fait auparavant.
Ouais, et qui a un morceau même d'illustration et de séquentialité qui est assez unique, puisque c'est des extraits, enfin, c'est pas du strip, c'est pas formellement tout le temps de la bande dessinée avec des cases et des gouttières, donc il y a vraiment une approche aussi, ouais, effectivement, de regarder comment on racontait aussi des choses différemment. Ça parle de ce qu'était la bande dessinée dans les années 10-20 aux États-Unis. Ça parle d'autrices pionnières du média qui ont été complètement mises de côté et balayées à la fois par la crise de 29, par le retour du puritanisme après la Seconde Guerre mondiale, les hommes rentraient du front, voilà, et aussi parfois d'ailleurs par les autrices elles-mêmes qui finalement, notamment celle qui a lancé le mouvement, a été finalement la première à dire oh là là, ça va trop loin, c'est trop libéral tout ça, voilà, et donc c'est fascinant dans tous ces paradoxes et sa complexité, justement. C'est à la fois un ouvrage qui est un témoignage d'un certain féminisme de l'époque, de l'art de l'époque, de la vie de ces femmes, puisque à travers des histoires fictionnelles, elles racontaient leur vie de jeunes femmes aux mœurs libérées, ce qui était ce qui était complètement unique à l'époque. C'est aussi un ouvrage formidable pour qui aime la mode, parce que c'est incroyable. Enfin, j'aime la mode et c'est un ouvrage incroyable au niveau de ses illustrations sur la mode de l'époque. C'est hyper stylé. Donc voilà, c'est au croisement de plein de styles de bouquins, bande dessinée, de livres d'art, d'anthologie, de recueils, d'histoires. Avec des notes biographiques et des analyses qui sont juste assez équilibrées pour justement et assez courtes pour vraiment laisser parler les œuvres des autrices. Voilà, on n'est pas sur un livre universitaire pompeux et dur à lire. On laisse parler les autrices, quoi. Et c'est ça qui nous a impressionné, quoi. À Marie-Paul et moi, donc Marie-Paul qui a apporté le projet, qui a traduit, donc ouais c'était, puis voilà, on a fait c'est un travail collectif énorme. La traduction elle a mis beaucoup de temps, mais elle est magnifique. Le travail d'adaptation graphique de Laura Lebouc est incroyable. Voilà, elle a traduit, elle a adapté tous les titres des pages des journaux. Elle a adapté tout graphiquement, ce qui fait que c'est invisible en fait. Ça pourrait être des pages de journaux français en fait. C'est magnifique. Tout le travail de lettrage aussi. Voilà, le travail de restauration des planches, le scan, c'est du matériel qui est que personne n'avait jamais vraiment vu avant, quoi. C'est pour ça qu'on y croyait à ce fauve patrimoine, ou matrimoine plutôt. Tout à fait. Parce que sauf que il y a eu le prix Artemisia aussi juste avant. Oui, voilà, c'est ça. Qui est spécialisé alors sur la reconnaissance de la bande dessinée féminine. C'est ça. Et tu dis voilà, c'est parti, quoi, simplement. Ouais, c'est ça. On y croyait. Puis surtout le First Print. Quand même. T'as bien reçu mon virement, ça va? C'est ça, c'est bon. Ok, bon, c'est bon. T'as reçu le solde, c'est bon. Oui, on avait eu quand même les prix avant, le prix Artemisia, qui était important pour nous parce que Trina l'avait déjà eu 2 ans plus tôt pour son autobiographie qu'on avait publiée, Last Girl Standing. Et puis ça a une importance symbolique puisque Chantal Montelier a créé le prix et a travaillé avec Trina auparavant dans les années 70 dans Anana. Enfin c'est une histoire de femmes dans la bande dessinée qui est très importante, quoi. Donc oui, on était quand même très très heureux de voir cette sélection parce que c'est la toute première sélection d'un livre de Bliss en 9 ans d'existence. Donc quand même. C'est chouette. Ça fait plaisir, ouais. C'est chouette. J'imagine. Et c'est vrai qu'on y croyait parce que pour nous c'était le titre le plus ambitieux et qui mettait sur la table quelque chose de plus novateur et de plus inédit, quoi. Mais je suis partial.
C'est vrai. Mais on est quand même très heureux et le titre a eu quand même une couverture très chouette de la part de la presse. On le réimprime. Puis pareil, c'est l'impression que ça peut être un bouquin aussi qui peut vraiment lui s'installer sur du temps long aussi, tu vois. C'est l'objectif, c'est vraiment d'avoir un titre de fond parce que c'est un titre vraiment unique, quoi. On peut pas, si on cherche quelque chose effectivement sur les autrices des années folles. Alors il y a d'autres titres qui sont il y a des livres d'art qui parlent un peu de cette période, mais parfois dans d'autres pays, par exemple. Enfin, je pense il y a un livre de Taschen, par exemple, qui parle de ça, mais plutôt dans l'Allemagne de Weimar, par exemple. Il y a plein les cabarets, voilà. Mais vraiment sur ce thème-là, c'est un titre qui peut attirer un public très large. Donc ouais, on est hyper fiers de ce bouquin et on réfléchit avec Marie-Paul sur travailler sur d'autres projets de Trina. Parce qu'il y en a plusieurs autres qui sont plus ou moins niches et plus ou moins difficiles à défendre. Ouais. Mais ça nous a clairement donné envie de quand même les faire parce qu'on pense que c'est important que son œuvre soit traduite et continue à vivre, quoi. Là, enfin voilà, c'est un peu un serment aussi qu'on se fait pour honorer sa mémoire. Alors du côté de la jeunesse, ça continue aussi, hein, parce que ça fait quelques années. Je me rappelle que je crois que la première fois que c'était vers 2019, il me semble que tu avais commencé à amorcer ce pas pour te diversifier éditorialement parlant et pour faire d'autres choses qui te plaisent aussi au-delà de Valiant, parce qu'au début c'était vraiment que Valiant pendant 3 ans, on va dire. C'était précisément notre première sortie jeunesse et young adult était By Night et le Cercle du Dragon T en janvier 2020. 2020, donc voilà. C'était vu en 2019 pour amorcer ces sorties-là. By Night de John Allison, si je me rappelle. Tout à fait. Et donc, tu continues avec un catalogue où tu ramènes une nouvelle fois Kay O'Neill. Là, je pense que en fait, le mariage est consommé. Enfin, il y a des, il n'ira pas ailleurs, quoi, en gros. Kay, on a quand même une relation, je veux dire. T'as fait beaucoup de Kay, j'ai quand même signé 4 livres en même temps. Quand pas juste un, j'ai signé 4 bouquins en même temps tellement j'aimais son œuvre en me disant oui, en fait, oui, on va le faire. C'est quel livre que tu veux faire? Oui. Voilà, c'est ça. Donc on a grosso modo quasiment pris tout son catalogue chez Onipress d'un coup, ou à peu de choses près, où je crois que même c'est le cas parce que les autres titres n'étaient pas encore sortis. Mais voilà, on a enfin j'y croyais très clairement. C'était j'avais vraiment dans mes tripes de défendre ces bouquins et ça nous a sauvés. Enfin, j'ai déjà dit, je crois, dans les podcasts. Hein. Oui, que ça fait une bonne respiration et ça a permis à Bliss de survivre pendant des années très compliquées. Ça m'a permis de survivre aussi personnellement. Enfin, c'est une auteuriste qui est extrêmement important pour moi. Et effectivement, on publie sa prochaine BD après presque 2 ans d'absence. Le Chant de nos pas, on publie sa prochaine BD en avril. Et on est hyper fiers. Le titre est magnifique. Et pour un public un petit peu plus âgé, on est plus sur un récit ado, young adult. Moins jeunesse que ce que peut être un Dragon T ou Princesse, quoi. Tout à fait. Mais toujours très c'est toujours ce talent de Kay de développer des univers et des personnages d'une très grande douceur, mais d'aborder des thèmes qui peuvent être difficiles, un peu raides, et de savoir le faire avec énormément de douceur, sans naïveté, sans niaiserie. Il y a là un talent incroyable pour faire ça, quoi. C'est ce qui explique le succès des Dragon T, puisque on les réimprime continuellement, et pas que les Dragon T. C'est vraiment devenu du fond. Alors oui, tout à fait. Tous les titres de Kay O'Neill sont des titres de fond pour nous, qu'on réimprime régulièrement. On va devoir les réimprimer cette année encore, les 3 titres de la trilogie. Bien. Ouais, en plus vous faites un coffret aussi ce printemps. Ouais. Tout à fait. On a, je pense qu'on va passer les 15 000 exemplaires de la trilogie vendue, et pas loin, je pense, de 30 000 si on additionne tous les titres de Kay de notre catalogue. Et
on est hyper fiers, quoi. Enfin, ouais. Il y a une relation de confiance aussi qui s'est nouée entre Kay et nous, qui fait que même quand il y a les passés de Onipress à Penguin, donc à un très gros éditeur, il a voulu quand même rester avec nous et a jamais remis en question notre relation, sachant que nous aussi surtout que toi t'as peut-être eu aussi d'autres maisons d'édition qui ont capté le truc et qui ont voulu oui bien sûr, c'est sûr, te piquer Kay, quoi. C'est sûr, c'est quand même un succès jeunesse, en plus qui s'est fait de manière très organique, sans beaucoup de promos. À l'époque, on n'avait pas de moyens d'avoir d'attaché de presse ou quoi que ce soit sur ces titres-là. Ça s'est fait beaucoup au bouche à oreille, par aussi le travail des libraires qui s'en sont emparés aussi, qui s'en sont vraiment emparés. C'est des titres. Moi, je vois plein de libraires en festival, aussi de bibliothécaires, de médiathécaires qui viennent nous dire ah oui, j'ai ce titre-là dans ma médiathèque, dans ma librairie. C'est des titres qui tournent. Et aussi le bonheur de voir, et ça m'était jamais arrivé avant, de voir des enfants et des familles qui passent en festival et qui nous jettent pas un regard, mais ils voient ce bouquin et soit l'enfant, soit le parent dit tiens, ou des fois c'est des potes qui passent devant, ils disent celui-là je l'ai, c'est trop bien, machin. Et on n'avait pas connu ça avant. C'est très beau. Bah mais en même temps avec les Dragontés, c'est un peu concept ultime, quoi. Ouais, fait un petit camomille comme ça à côté. Est-ce qu'il y a des peluches Dragontés? Oui. Ouais. Oui, mais c'est un enfer à faire importer. C'est très compliqué. Ouais. Ça demande d'en fabriquer des quantités astronomiques et il nous faudrait beaucoup de thunes. Mais on a essayé, hein. Mais je dis pas que c'est pas que ça se fera jamais, mais c'est vraiment compliqué. Mais oui, mais en même temps c'est pas niais, enfin c'est pas un gimmick en fait. Non. C'est très très beau. En plus la relation, ce que disent ces créatures par rapport à la relation des personnages à la nature, et ou au sens de la communauté, de la vie en communauté, de l'autogestion aussi, enfin c'est hyper stylé en fait. Mmh. Voilà. Ouais, de la même façon que la Garden des Papillons te parle de burn-out et de doute de toi au travail, sans que tu t'y attendes forcément, et tu fais mais attends. Mais c'est ma boîte en fait là. Est-ce que ça me raconte l'histoire, donc comment une communauté peut aussi être oppressante alors que oui, complètement. C'est très beau. Plein de choses. Alors il y a aussi une nouveauté là, juste donc Hayley Newsome qui était en tournée là. D'ailleurs elle est en train de finir. Non, elle a fini sa tournée. Alors on enregistre le podcast avec Planchette, sorcière culinaire. Comment tu l'as découverte, Hayley? Eh bien, c'est Marie-Paul, encore Marie-Paul. Décidément. Ouais. Qui m'a fait un petit mot, il me dit tiens, tu connais cette youtubeuse, elle fait son webcomic et tout, il a pas mal marché et tout, et je regarde, Lavender Town, ça me dit un truc, tu vois. J'avais vu passer des vidéos de Lavender Town, mais comme je ne suis pas artiste ou artiste en devenir, c'était pas forcément, j'étais pas la cible. Mais on a checké et tout, on a lu sa BD et on a trouvé ça trop cool. Et on s'est dit que c'était carrément bien de le faire et que ça collait très très bien en plus à à la vibe de notre collection. Ça va parfaitement là-dedans. Et effectivement, Hayley, elle a commencé sur YouTube. Il y a des années de ça, elle a 2 millions d'abonnés sur YouTube, elle fait beaucoup de tutos, de dessins. Son but, c'était vraiment de rendre accessible ce que elle a durement payé dans son école d'art, dans son école d'art, et de dire en fait ça me saoule, je veux que tout le monde ait accès à ça, quoi. Et c'était un peu, alors on était on l'a pas approché comme un truc facile à travailler. Cependant, on est tout simplement parce que c'est pas parce qu'on a une youtubeuse à 2 millions d'abonnés que d'un seul coup ça va vendre des bouquins. D'autant plus que c'est une youtubeuse américaine. C'est une youtubeuse américaine. Nous on nous l'a dit sur des médias, etc. Il dit oui mais c'est une américaine, on sait pas trop qui c'est, machin et tout. Bon, il se trouve qu'il y a quand même il y a pas mal de gens en France, on pense. Bon, il vient de sortir, on n'a pas de chiffre de vente encore bien sûr, mais on a un premier aperçu avec la tournée de dédicaces. Beaucoup de gens viennent et la connaissent de YouTube. On l'a vu au festival d'Angoulême. C'était assez impressionnant de voir des gens qui
parfois savait qu'elle était là et était venue spécialement pour elle, parce que qui nous disent j'ai appris à dessiner à 13 ans avec elle. Enfin, c'est vraiment des gens qui vraiment ont grandi avec elle. Et d'autres qui voient le bouquin, qui disent tiens, ça me dit un truc quand même, le style de dessin et tout, qui regardent. Je dis ouais, c'est Lavender Town, elle est juste là, dédicace. Et fait quoi, Lavender Town, elle est là, incroyable. Et ça, c'était une inconnue. On n'avait pas vraiment la répartition démographique de sa communauté. Elle était un peu, elle savait pas trop nous dire à quel comment point. t'arrives à jauger. Voilà, on peut pas jauger. Et puis c'est pas là-dessus qu'on va vendre un bouquin, c'est sur la qualité du bouquin. Et le bouquin est clairement très très bien. Il a été nommé aux Eisner d'ailleurs. Oui. Et le bouquin est très cool. C'est à la fois goofy, en même temps profond. Ça parle de dépression de manière hyper maligne, dans un univers où il y a de la sorcellerie. Ça parle de confiance en soi. Il y a des fantômes. Il y a d'apparence et d'acceptation du regard des autres. Exactement. Donc pour un public adolescent ou jeune adulte, et même ça parle. Moi, ça m'a rappelé. Il y a des relations qui se nouent dans ce bouquin qui m'ont rappelé plein de gens que je connais, des amis et des proches, des personnes queer et des personnes qui ont eu à lutter avec des troubles alimentaires par exemple, ou avec des gros problèmes d'image de soi, ou de sexualité ou d'identité, et le titre arrive à nous faire rire avec ça, et c'est trop cool quoi. Donc on est hyper heureux quoi. En plus on a fait un bouquin qu'on est très fier de l'objet, parce qu'il était sorti en 2 volumes aux États-Unis. Oui, c'est ça. Toi t'as décidé de tout recouper, ouais. Dans un format, il est sorti en 2 volumes et de manière un peu arbitraire, parce que on comprenait pas. On a lu le tome 1, on sait pourquoi ça s'arrête à ce moment-là, on sait pas trop. Donc c'est l'éditeur qui voulait en fait. Oui, c'est ça. Ils ont dit on va capitaliser, on va faire 2 tomes. Très clairement, nous on a dit ça n'a pas vraiment de sens. On va faire une intégrale. Et d'ailleurs, en discutant avec Hailey, quand elle a vu le bouquin en VF, elle dit c'est comme ça que je le voulais, que je l'imaginais quoi, même au niveau de la fabrication, etc. Donc on est hyper fiers. Et là en tournée, elle a cartonné quand on avait 30-40 personnes. Elle a fait énormément de dédicaces toute la semaine là, donc on est très heureux. J'espère qu'elle s'est bien reposée, qu'elle a pu quand même un peu visiter Paris aussi. Là elle est en pause jusqu'à mercredi. Elle rentre mercredi. Donc, on enregistre un lundi pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, elle a encore 2 jours devant elle avant de rentrer. Ouais. Et donc, la dernière partie, mais on retourne au début, c'est le cercle complet, c'est Valiant, du coup. Ouais. Comment ça se passe, Valiant? On a eu un premier Valiant, donc avec Guerrier Éternel, Terre Brûlée, en fin d'année dernière. Là, on démarre l'année avec Ninjak Super Killers. Ouais. Et en gros, t'as quand même annoncé que vous allez publier les titres qui sont un peu dans l'entre-deux, entre la fin vraiment de Valiant Comics en tant que tel et la reprise par Alien Books. On va dire, pour être plus clair, tous les titres qui se placent avant Résurgence, en fait. Ouais. Avant le Road to Resurgence et Résurgence en lui-même, qui est l'événement, qui est un soft relaunch de l'univers Valiant par Alien Books, donc qui publie depuis maintenant 2 ans, quelque chose comme ça, l'univers Valiant. Quasiment 2 ans, oui, maintenant. Il faut que je vérifie, ça me paraîtrait un petit peu long, je dirais. Mais le temps passe. Hein. Alors oui, effectivement. C'est une vérité banale. Oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, pas encore. C'était en juillet 2023. Ils avaient annoncé qu'ils les récupéraient. C'est ça, ouais. Et c'était en décembre 2023 qu'ils avaient fait les premiers, qu'ils avaient complété justement Ninjak Super Killers. Donc c'est tout à fait 1 an et 2 mois, monsieur, ça, quand même. Voilà. 1 an et demi depuis l'annonce, voilà, ouais. Et donc oui, on s'est engagé à publier donc ces titres-là. Le Eternal Warrior, qui avait été à la base un Kickstarter de Valiant. C'était leur premier original graphic novel. C'est ça, même avant Alien Books, avant la période Alien Books. Donc ça, c'était important pour nous, en fait, même par respect aussi juste pour les lectrices, et pour nous, on voulait faire ces titres-là, quoi. Enfin, on veut quand même finir le travail.
Ninja Super Killers aussi parce que tout simplement le début de l'histoire on l'avait même déjà annoncé il y a bien longtemps et qu'on a attendu des années avant d'avoir la fin. Donc on était très content de pouvoir proposer une intégrale de cette histoire. De mémoire, il me semble de mémoire que on l'avait annoncé à l'époque pour 2021, je crois, octobre 2021, quelque chose comme ça. C'est fort possible, ouais. Et donc on a vraiment attendu très longtemps avant de sortir le tome. Parce que vous saviez que l'histoire se poursuit. Enfin, en fait, ils avaient annoncé la super. Donc ils avaient annoncé le deuxième arc, mais ils l'avaient jamais sorti quoi, Valiant. Et il a fallu attendre la période Alien Books pour que ces titres-là sortent et que l'histoire de Jeff Parker soit conclue. Donc c'est pour ça qu'on la sort là. Elle aurait pu sortir à l'automne, mais on a décidé de le décaler à janvier aussi pour qu'il soit un petit peu plus visible en librairie, parce que c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est très compliqué d'être visible encore plus sur des titres avec une mise en place assez limitée, comme des titres comics comme ça. Ouais, et puis Valiant qui au final reste une niche dans une niche aussi. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que je faisais la mention un peu avant, mais les plans au final d'expansion de cet univers en tant que licence, en tant que marque, ont été comment dire les choses poliment, n'ont pas porté leurs fruits. Parce que les gens qui sont en place du côté du cinéma, clairement il leur manque 2-3 neurones pour faire les choses bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas devenu un truc aussi populaire que Marvel ou DC malgré tout, tu vois. Et donc en fait c'est une niche de lecteurs passionnés, mais peut-être que en termes d'objectifs raisonnés et raisonnables, non, tu peux pas espérer atteindre plus de 1000 lecteurs et même 1000 ce sera déjà bien. On est très heureux. Écoute, c'est un peu l'objectif qu'on a avec justement, tu me tends la perche avec le titre suivant qui sort en avril, qui est Exo Manowar Invaincu. Donc de Becky Cloonan, Will Conrad et Liam Sharp au dessin et couleur. Puisque c'est un titre qu'on a voulu un petit peu différent, dans un format un peu plus grand, pour aussi mettre en valeur les dessins très on va dire Métal Hurlant compatible, très humano compatible, très Métabaron compatible, très Métabaron, tout à fait, de Liam Sharp, dans une histoire de sci fantasy avec un empire romain qui se serait exporté dans les étoiles et développé parallèlement dans l'histoire, donc avec visuellement plein d'idées très très cool. Ça a l'air vraiment ouf, et un récit très très sombre, très métabaron. On est vraiment sur des univers qui ressemblent à ça, et avec plein de bonnes idées de Becky Cloonan. Donc un one shot qu'on a voulu un petit peu différent en termes de format, et comme aussi c'est l'avant-dernier titre Valiant de cette ère là, on voulait aussi un peu célébrer ce truc là. Parce que le dernier c'est lequel? Le dernier ce sera Bloodshot Reloaded. Ah oui, là, du coup, l'autre, c'est Reloaded et c'est quoi? Il y a pas un deuxième sous-titre? C'est Bloodshot Unleashed Reloaded. Oui, c'est ça, voilà. C'est une continuation de Bloodshot Unleashed qu'on a sorti il y a maintenant 1 an et demi, qu'on a sorti en 2023, été 2023, je crois. Et qui reprend un petit peu le principe de ces armes vivantes qui se baladent dans la nature. Oui, parce qu'il y en avait, je sais plus combien, il y en avait genre 27, et au final, dans le premier arc, il en tue 4, et tu fais, et il en reste 23, là. Donnez la fin, donnez la suite. Ça, c'est le dernier titre, mais qu'on va sortir dans un format classique, justement, pour respecter le côté, justement, un peu suite de Bloodshot Unleashed. Mais Exo Manowar Invaincu, on a un peu plus d'ambition sur ce titre, tout simplement parce que effectivement, visuellement, thématiquement, c'est un titre qui pourrait attirer aussi des lecteurs au-delà de l'univers Valiant, au-delà du comics. Ouais,
C'est aussi la perception que j'en ai. De toute façon, je crois que je t'en avais déjà parlé de dire celui-là, il faut pas que tu le fasses en. Oh, bah, ça fait 3 ans que tu m'en parles, oui. Ouais, c'est ça. le mec relou. Le mec relou. Mais justement, mais la question quand même que tout le monde, j'imagine que tout le monde se pose aussi, c'est savoir, et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Bliss avec Valiant période Alien Books, donc tout ce qui est Resurgence et tout ça? Est-ce que tu peux déjà en parler ou pas? Voilà. Ouais, bah il y a ça dépend un peu de moi et ça dépend un peu d'Alien Books aussi. Ça va dépendre aussi de ce que Alien Books va faire post relaunch. Y aura-t-il des séries régulières? Bah c'est ce qu'ils ont annoncé, tu sais, ils ont annoncé des titres, ils ont dit ce sera des ongoing. Donc il y avait le nouveau Bloodshot notamment et le nouveau Shadowman avec leur initiative Beyond justement de dire bah c'est les mêmes persos mais c'est pas trop, justement c'est plus accessible, enfin voilà. Et après ils ont annoncé donc le nouveau Harbinger et Exo, mais là c'est que 3 ou 4 numéros et tu dis bah du coup est-ce que vous faites vraiment des ongoing ou est-ce que vous restez sur des mini-séries? C'est ça, donc nous on veut aussi clarifier ça avec eux, on veut avoir une vision vraiment de plus long terme. Parce que malheureusement, par le passé, avec Valiant, on a eu des soucis de séries qui se sont finies, on ne sait trop comment, de manière arbitraire. Dire, j'ai un peu en travers de la gorge le fait d'avoir jamais pu sortir une mini-série Archer and Armstrong qui commençait plutôt cool et dont à peine le premier arc s'est fini et les épisodes 5, 6, 7 étaient sollicités, étaient complètement annulés, quoi. C'était avant Alien Books, hein. C'était juste avant. Ouais, c'était leur période vraiment où ça se délitait. Ça, c'était et bon, nous on peut pas travailler comme ça. On a déjà un éditeur Bad ID sur lequel on voit déjà avec leur politique un peu atypique de publication. Il faut être très très flexible. C'est peut-être notre qualité de pouvoir travailler comme ça avec des éditeurs américains. Mais avec Valiant, on part quand même sur des attentes qui sont un peu inférieures à ce qu'on avait sur Bad ID. On sait pas à quel point on peut relancer la franchise en France, sous quel format, voilà. Et donc la partie qui est ma responsabilité, c'est de savoir sous quelle forme on le fait, combien de titres on sort. A priori, on serait plutôt sur deux gros titres. En tout cas pour commencer, avant le Beyond, pour Resurgence, de se limiter à deux beaux titres, voilà, un prologue et un event. On aime bien les auteurs impliqués, on aime bien le fait qu'il y ait Fred Van Lanty qui revienne, ça c'est chouette. Après il faut effectivement continuer, on continue à discuter avec Alien Books pour être sûr que la suite sorte, quoi. On peut pas s'engager sur parce que ça demande vraiment là de réfléchir très profondément sur comment on sort ces bouquins-là, quelle est notre stratégie marketing pour continuer, juste continuer encore des années à faire Valiant, parce que tout ça c'est une volonté quand même qui te reste chère. Bien sûr. Tu te dis pas ça fait son temps aussi, c'est d'autres qui reprennent et peut-être que parce que les réalités du lectorat sont là aussi, que peut-être que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et de travail investi pour au final, parce que tu restes une maison d'édition et t'as un chiffre à faire, tu dois te payer, tu dois vivre aussi, et te dire que peut-être que c'est le rapport retour sur investissement n'est pas favorable. Très clairement, les dernières années de Valiant, les titres étaient subventionnés par le reste de mon catalogue. C'est pas ça qui nous a gagné de l'argent, c'est vraiment par aussi sentiment de devoir et de fidélité. On veut finir cette collection. Mais très clairement, mais qui ne se finit pas du coup. Mais qui ne se finit pas, mais qui se relance. Et du coup, on a l'opportunité de réfléchir à autre chose. Je veux dire, quand je suis arrivé en 2016, fin 2015 et début 2016, il a fallu réfléchir à comment on fait pour relancer l'univers Valiant qui venait d'être lâché par Panini. Donc il a fallu réfléchir à des trucs. Alors le contexte était différent, etc. Ouais. Mais c'était l'époque où on pouvait faire des intégrales de 900 pages à 49 balles, quoi. Oui. Te rappelles-tu? Oui, je m'en souviens très bien. Mais
il y a, même si plein de paramètres sont différents, il y a quand même le défi de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Et après, voilà, le côté, la contrainte pour moi, c'est d'être assuré du côté d'Alien Books sur la qualité des bouquins et sur le fait que ça va vraiment sortir et que si on me dit ça va être un titre en 12 numéros ou en 16 ou en machin, ou c'est une ongoing, on sait pas, et on s'y tient, quoi. Parce que si en plus il faut qu'on sorte des titres, des séries, c'est encore un autre défi. Sur une niche comme les comics, c'est difficile. Ça devient un gros mot. Ouais, c'est ce qui est terrible. Moi, ça me saoule. J'aimerais bien, voilà, mais oui, on a envie. On a envie que ça fonctionne. Je suis attaché, quoi. Mais donc il y a bien une volonté manifeste, mais est-ce qu'il faut s'attendre dans ce cas à ce que ça puisse déjà voir le jour en 2025 ou ça sera plutôt pour l'année prochaine? Non, 2025, ça sera pas possible, tout simplement parce que on va pas lancer en fin d'année. Ce serait tu disais avant, ouais. Ce serait vraiment trop compliqué, donc au plus ça tôt, permettrait plutôt de démarrer, à la limite de bien démarrer l'année prochaine. Voilà, au plus tôt, ce serait début 2026, au plus tôt. Il y a un monde dans lequel si on est vraiment satisfait des titres, de la qualité, du potentiel et qu'on trouve la bonne idée, on trouve la bonne idée pour bien le vendre en France, ou pour Angoulême, on pourrait avoir ça. C'est mon horizon, quoi. Très bien. Écoute, ça fait déjà encore pas mal de choses à lire dans ton catalogue, mais dans les mois à venir. Oh oui, et encore on n'a pas parlé des titres jeunesse et young adult à venir. J'allais y venir justement. Est-ce que tu voulais en lâcher un comme ça? Oui, le prochain titre de Yasmine Omarata, qui est un titre plutôt adulte, qui est formidable, qui nous a énormément touché, qui s'appelle Misadra, qui est un titre de jeunesse qu'elle a réalisé il y a pas mal d'années maintenant et qui est passé complètement sous les radars et qu'on trouve formidable, et voilà, qui parle d'épilepsie et qui parlera à toutes les personnes qui ont une condition médicale ou mentale ou psychologique ou psychique qui fait que ça peut être complexe pour eux de juste d'être entouré de gens et de relationner avec les gens et quand la vie c'est vraiment compliqué. Et c'est un titre très très fort qu'on va défendre à la rentrée. Qui s'appelle comment? Misadra de Yasmine Omarata. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis oui, on va refaire un très très beau coffret trilogie Dragonté. Ça, ouais. À la fin de l'année, avec un nouveau visuel trop beau. On en avait fait un il y a 2-3 ans de coffret qui s'est vendu qu'on trouve plus du tout, hein. Et voilà, on va sortir ça. Et puis plein d'autres trucs. Wendy Chou, elle va revenir aussi à un moment ou un autre. Wendy Chou va revenir, bien sûr, en 2026, avec un récit formidable, imprégné de mythologie chinoise. C'est formidable. Je suis au plus près le développement de cette bande dessinée, et ça sortira pour l'été l'année prochaine, donc on a encore un peu de temps. On en reparlera alors dans l'autre podcast. On en reparlera, mais d'ici 12 que ce soit des projets de Kay, des projets de Wendy Chou, des projets de Yasmine, des projets de Kizzy Yang également, dont on avait sorti Taproot l'été dernier, qu'on avait adoré. Ouais. Et là, son prochain projet, Hello Sunshine, est formidable. On suit aussi l'auteurice sur ses projets. Donc on continue notre politique d'auteurice, de vraiment les accompagner. Trop bien. Écoute, Florent, ça, on reparlera de toute façon de tes bouquins, nous de notre côté aussi dans le podcast, hein, parce qu'on va suivre ça avec attention. Effectivement, les planches de Misadra, on les rend trop chouettes, ouais. Donc je suis très curieux de voir ce bouquin, mais surtout je te remercie de ton temps, de m'avoir accordé de ton temps une fois de plus pour faire un peu ce genre de discussion où on fait un peu le tour de ce qui s'est passé et de ce qui arrive. Et ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a encore plein de choses qui arrivent de ton côté. Donc ça te laisse beaucoup de travail aussi. Donc je te souhaite bon courage là-dessus. Et surtout, j'espère te revoir d'ici l'année prochaine pour refaire un petit peu oui, avec un bilan. C'est toujours quand tu veux, hein.
Eh ben, quand je veux. Eh bien, je n'aurai qu'à demander et ce sera exaucé. En tout cas, si vous appréciez ces podcasts, le travail fourni avec ces émissions et que vous souhaitez en avoir plus, eh bien, n'hésitez pas simplement à soutenir le podcast. Vous pouvez partager l'émission un peu partout sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. S'il y avait des gens si vous avez des proches ou des gens qui kiffent la BD, n'hésitez pas à faire découvrir aussi le travail de Bliss Édition avec ce type d'émission. N'hésitez pas à en parler de votre libraire, par exemple, s'il ne commande pas les titres Bliss. Ben voilà, ça vous permettra un peu, ça leur permettra de découvrir le catalogue. On est une toute petite entreprise, toute petite. Voilà. Et on a besoin de votre soutien. Voilà, donc n'hésitez pas à les soutenir comme ça. Et si jamais, après avoir dévalisé tout le rayonnage Bliss, il vous reste des sous, vous pouvez également nous soutenir via notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Parce que les pots de vin des éditeurs, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Il a un train de vie. Si vous saviez le train de vie qu'il a. Ouais, j'avoue. Après, la piscine de champagne, ça va, quoi. C'est pas non plus si incroyable que ça. Nous, on est là, on se galère à se payer. C'est ça. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Florent, salut. Salut.